Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colloquecast, le podcast entre colocs. Je suis en compagnie de Ronan, un peu particulier aujourd'hui. On se fait ce podcast à distance. D'habitude, on est ensemble, comme vous le savez, on est colocataires. Mais là, on est actuellement le mardi 23 décembre et le 23 décembre, on approche un petit peu des fêtes. Donc je suis un peu de retour dans mes montagnes. Comment ça va, Ronan? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien, hein. Tout va bien, Johan, tout va bien. Je sors d'une séance pool, franchement, c'est bien passé. Ouais. Pool ischio, en moins de 2h15. C'était l'objectif que je m'étais fixé en début de séance. Et du coup, En vrai, 2h, c'est bien, hein, franchement. 2h07, j'ai parlé à personne dans ma bulle. Et j'ai respecté mes temps de repos. Et franchement, ça s'est bien passé. Quelques petits changements dans le training en ce moment. Petite douleur au coude, au poignet. Donc j'ai dû ajuster les exercices pour les biceps. Donc j'avais des Ok. biceps à la barre et du coup je les ai enlevés pour faire de l'unilatéral avec une sangle là, enfin pas une sangle, une poignée qui soit un peu plus rotative pour mes poignets là, pour que ce soit plus, Attends, en vrai, plus friendly. je te coupe juste avant qu'on parte sur un petit peu tout ça. Juste expliquer déjà le sujet du podcast, peut-être. Ah oui, On explique juste le sujet du ouais, podcast ouais, et bien sûr. après on part un peu sur. Tu pourrais nous reparler un petit peu de ton poignet, etc. Enfin bref. Aujourd'hui, dans ce podcast, dernier podcast en date, c'était comment gérer Noël. Donc avant d'écouter celui-là, enfin, j'espère que vous avez écouté le précédent. Donc Noël, mais il y a aussi le jour de l'an, hein. Enfin bref, ça va avec. Aujourd'hui, du coup, on va voir un petit peu, on se recentre un petit peu sur l'entraînement, sur, on va dire, comment s'entraîner le plus intelligemment possible en fonction de son objectif. Ok. On va certainement parler de la sélection d'exercices, on va parler des fourchettes de répétition, on va parler des temps de récupération, on va parler de quoi d'autre? Qu'est-ce En qu'on a fait, noté? tout ce qu'on fait pendant une séance, Ouais, la en vrai, séance ouais, quand ça tout part de simplement. l'échauffement jusqu'à la fin de la séance, donc tout ce qu'on fait pendant la séance. Lors des exercices, la Exactement. sélection d'exercices, donc voilà, tout ce qu'on fait pour et même nous tout ce qu'on fait quand on fait enfin quand on crée une Ouais, par rapport programmation. à nos clients. Ouais, exactement. Donc voilà. Très bien. Ouais. Bon, bah écoute, maintenant qu'on a un peu le sujet du podcast, go faire une petite intro de comment ça s'est passé, un petit récap épette de comment ça s'est passé les 2 dernières semaines. Ouais. Il y a eu pas mal de choses, notamment de mon côté, ça a bien bougé. Donc vas-y, déjà je te laisse reprendre un peu comment Ouais. toi ça s'est passé ton entraînement tout à l'heure. Du coup, j'avais depuis une semaine là, j'ai un peu mal au poignet droit, surtout quand je fais de la supination. Je pense que c'est dû au fait que je fasse de la machine preacher curl et que j'ai les poignets assez fixes. Et je peux pas les La bouger. technogym, Ouais, et que je peux pas les bouger comme je elle est veux. horrible. Donc Elle du est coup, je l'ai horrible. dit à Yann, il m'a dit, et je lui ai dit, de toute façon, je vais construire une barre avec Audric, tu sais, une barre en fer avec des trous, et des mousquetons pour que je fasse mon curl à la barre, tiens, au cuff là, au poignet, sur une poulie. Ah oui, et du coup ça veut dire que tu veux mettre ton pupitre devant la poulie? Non, même pas, mais juste ça va dégager, je pense que je vais Non, le faire juste à la pour faire un barre. biceps? Mais juste pour faire un biceps curl, des fois la D'accord. biceps curl, j'ai une barre droite, Ouais. et là ça me Oui, fait je mal au vois, ouais. poignet, donc du coup je vais utiliser des sortes de poignets qui soient Ah oui, amovibles et oui. Ok, rotatifs. ok, ok. Donc je vais faire Ouais, je ça. vois. Donc Ça voilà. existe ça en plus. Ouais, mais on va les faire avec Audric, Avec des poignets. ça coûte 10 Ouais. euros je crois. On peut faire ça pour 10 euros, donc en vrai, ça va être pas Ah mal. bah vas-y, j'en ferai un pour moi alors. Ouais, donc voilà, mal au poignet, mais là ça va, aujourd'hui j'en ai fait en unilatéral, du curl en unilatéral à la poulie, ça allait, donc j'ai pas de douleur. Donc Ah du coup il t'a mis du curl unilatéral? ouais, du coup je lui ai demandé si je pouvais faire du curl en unilatéral, il m'a dit ok. Donc je crois que j'ai Ah ouais, comme moi c'est toi, ce que je fais, la hein. même variante que toi je crois. Ouais, c'est ce Donc que en je vrai fais. Genre en ça vrai, allait. bon ça prend un peu plus de temps, mais en vrai quand tu rushes bien, tu prends genre 1 minute entre chaque bras. Honnêtement, je trouve que ça passe bien. Ah mais oui, en fait, même je pense que tu gagnes du temps parce que quand je fais les biceps, je prends 3 minutes de récup, là je prends que 1 minute entre chaque bras, j'ai que 2 séries, donc en vrai ça va. Ouais, ça va vite. Ah, Ouais. t'as 2 séries? Ouais, moi j'en ai 3. Ouais. Ouais, bah moi pareil, hein, j'ai fait séance pool aujourd'hui. Je l'ai faite exactement, je crois, en 1h53. Pareil, dans une autre salle, il n'y a personne pour te parler. Tu t'entraînes tout seul, tu restes dans ta bulle, il n'y a personne. Et honnêtement, en vrai, c'est cool. Et gros, je faisais, tu sais, parce que je t'ai dit, c'est un peu compliqué là. Je suis pas chez moi, j'ai Ouais. pas mon tapis de marche. J'ai fait 2 tours de salle entre chaque série. Je faisais une série, un tour de salle. Une série, un tour de salle. Une série, un tour de salle. À chaque fois. Et en vrai, ça, je suis content. Là, il est presque midi, j'ai presque fait 8000 pas. Je ressortirai certainement ce soir, parce que j'ai pas mal de calls cet après-midi. Mais bon. Donc non, la séance, non, ça s'est bien passé. Et puis en vrai, franchement, Basic Fit,
Vous avez beau leur cracher Ah à ouais, la on gueule. crache, mais je pense que c'est pas mal. Hein. Il y en a, mais franchement, les salles, elles sont vraiment bien. En tout cas, là où je me suis entraîné, à Briançon, la salle, franchement, elle est vraiment bien. Et ça me tente un peu à pourquoi pas prendre un petit abonnement à Basic Fit et voir s'il n'y a pas des séances qui peuvent se faire là-bas. Parce que poulie d'angle, incroyable. Machine à dips, incroyable. Shoulder press en prise neutre, incroyable. Il y a une espèce de développé assis légèrement incliné en unilatéral pour les pecs. Tu peux faire une prise neutre avec, incroyable. Franchement, c'est pas mal. Le seul petit bémol, je pense, c'est juste j'aime pas trop avoir tu sais, des grosses prises dans les mains. Je trouve que ça me fait mal un peu au poignet. Ah, sur les Donc, Smiths et sur les machines? sur les Smiths, ça va, mais c'est surtout sur les machines de développer. Ah oui, ok. J'ai l'impression que c'est encore plus gênant que des fat grip. Genre, j'ai déjà fait avec des fat grip, mais bon, c'est pas le mieux entre guillemets, on va dire. Ok. Bon, bref, retour sur les entraînements, etc. Toi, t'en es où des calories? Moi, ça n'a pas bougé. Hein. Moi, les calories, ça n'a pas bougé. bougé. Non, franchement, là, je suis bien là. 4100, tranquille. Le poids augmente. Là, il a bien up cette semaine. Je crois que j'ai pris 400 grammes. Bon, ouais, ça va. Mais 400 sinon- grammes cette semaine? Ouais, 400 grammes. Mais sinon, non, ça va. Hein. Toi, il y a eu des changements, toi. Toi, il y a eu beaucoup de changements. Moi, il y a eu beaucoup de changements. Attendez, je reprends juste un planning pour voir un peu comment ça s'est passé. Parce que nous, on a tourné le podcast il y a 2 semaines, donc le mardi 9. À ce moment-là, j'étais toujours en déficit. Ouais, j'étais toujours en déficit et il me restait 2 semaines. J'étais toujours à 2500 calories. Arrivé à la fin de la semaine, c'est-à-dire à peu près le 14 décembre, j'ai eu mon bilan, etc. Et puis ça s'est passé impeccable. On n'a pas baissé les calories à ce moment-là. Et il m'a dit, par contre, fais-moi un bilan milieu de semaine suivante, donc jeudi 18, pour voir un peu où est-ce que on en est du poids. Sachant que la target de la fin de la cut était de... il voulait arriver à peu près aux alentours de 80 kg. Et milieu de semaine, la semaine dernière, je suis arrivé à 79. Donc il m'a dit milieu de semaine, fais-moi un bilan, je lui ai fait un bilan, 79 kg. Il a dit on a fait le taf, on remonte les cales, et donc je suis remonté à 2900 calories jusqu'à dimanche, et dimanche j'ai eu mon bilan, et on a remonté encore une fois les calories à 3200 calories. Ça fait du bien, honnêtement ça fait du bien. J'ai pas mal de repas libres qui sont prévus là pendant la semaine, et j'en ai déjà fait un dimanche, j'ai fait burger maison. Je me suis enquillé 2 burgers, traqué, la daronne qui allait prendre des steaks 2% à la boucherie, du pain de la boulangerie, des vrais bons produits. Hier, je me suis envoyé une fondue, fondue savoyarde. Demain, c'est Noël. Jeudi, c'est Noël aussi, donc il va y avoir 2 repas libres, et certainement 1 ou 2 restaurants dans la semaine. Mais du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que dans tous les cas, j'essaie de respecter mon total calorique. Pour l'instant, c'est le cas. J'ai même essayé d'augmenter un petit peu plus mon nombre de pas sur cette semaine-là. Je suis monté à peu près à 20 000. Et j'étais agréablement surpris, pardon. Bon, je le savais, je pense. C'est que mon poids, il a pas bougé. C'est que mon poids, il a pas bougé depuis la fin de la cut. Je suis toujours aux alentours de 79, ce matin, 79,5. Alors que j'ai mangé burger, alors que j'ai mangé une fondue. Donc voilà, j'ai un petit peu contrecarré la chose. Le mieux, c'est juste de, bien évidemment, profiter. On va pas compter à Noël, on va pas compter le 25. Donc voilà, ça va faire plaisir. Bah ouais, on va faire les choses Moi, j'ai fait mon petit intelligemment. monologue. Ouais. J'ai fait mon petit monologue sur ma fin de cut. Mais ouais, faire les choses intelligemment. En fait, tout simplement comme on l'a vu dans le précédent podcast. Hein. Non, franchement, ouais. Tout simplement. Et du coup, juste si je peux finir, du coup, là, moi actuellement, au niveau de la préparation pour la compétition, j'attaque ma prépa le 30 mars. C'est-à-dire que là, on a à peu près 3 mois en léger surplus. On a pris une target pour pas dépasser un poids de corps à peu près à 85 kg. Donc c'est l'objectif de commencer la prépa à 85 kg. 27 semaines de prépa et objectif de poids à la fin de la prépa, 72 kg. Voilà. Je fais 80 kg. Je trouve que je suis assez sec là, en ce moment. 72, ça va être marrant. Il m'a même dit entre 70 et 72. Mais je prends la fourchette haute, faut pas déconner. Bah oui. Mais en plus, t'as eu Donc un bon, appel voilà. avec lui. Ouais, j'ai eu un appel, on a prévu toutes les compétitions. 3 compétitions dans l'année.
AFBBN, certainement en début septembre. WNBF France, la plus attendue, fin septembre. Et certainement WNBF dans un autre pays. À voir. Allemagne, Espagne, Angleterre. Des choses à voir un peu et à prendre en compte. Ça dépendra aussi. Il y a Owen aussi là qui se fait coacher par. S'il écoute le podcast, il se reconnaîtra, qui se fait coacher par Yann. Faut qu'on se chauffe à faire la même et que comme ça Yann vienne avec nous à l'étranger. Parce que s'il vient pour un athlète, ce sera pas. Moi, c'est pas rentable. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, Ok. Je pense qu'on a fait déjà une bonne introduction. Je sais pas combien de temps elle a duré. Je crois 5 À minutes. peu près une dizaine de minutes. 5 Ouais. minutes, 18 minutes. Bon. Très bien. Écoute, sans plus attendre, on attaque. Ouais, on attaque, hein. C'est parti. Je te laisse commencer. Écoute, ouais, hein. On commence. Introduction. Comment on gère la sélection des exercices, la gestion des séries, la gestion du stress, enfin du stimulus et de la fatigue pendant les séances, les erreurs qu'on peut voir sur tout l'entraînement, hein, en vrai. Et du coup, la sélection d'exercices, ça passe par poser un cadre clair qui est quel groupe musculaire on souhaite développer, quel groupe musculaire on souhaite travailler pour appliquer le bon stimulus au bon endroit, tout simplement. Ouais, sur l'objectif de la séance. Ouais, exact, ouais, l'objectif de la séance, l'objectif du client même, enfin de la personne, Ouais, pour tout en général. Ouais, exact. En vrai, on n'a qu'à faire dans l'ordre. Qu'est-ce que tu fais quand tu commences ta séance? Quand je commence ma séance, je m'échauffe. Non, Voilà. non, je bois une numéro Monster. 1, l'échauffement. Ah oui, tu bois une Monster. Non, Mais tu fais ouais. quoi en buvant la Monster? Je fumais pas. Voilà, tu marches. Ouais, Donc, on marche, en vrai, on marche. en point Petit numéro 1, échauffement. on peut parler un petit échauffement. En vrai, c'est pas vraiment un échauffement qu'on prend réellement en compte, mais c'est genre... ça reste une espèce de forme de cardio avant la séance. Histoire de, déjà, boire la Monster, c'est vrai. Ça permet aussi de chauffer un petit peu au niveau du corps, faire monter un petit peu la température, se réchauffer. Ça permet juste d'échauffer cardiovasculairement, tout simplement. Donc ça, je pense que ça peut être bien de commencer par une espèce de forme de cardio doux, entre guillemets, quand vous commencez vos séances. Ouais, exact. Nous, on marche. Il y en a, ils aiment bien faire du vélo, il y en a, ils aiment bien faire du rameur, il y en a, ils aiment bien faire de l'elliptique. Tant que ça reste modéré, je pense, c'est ok. 5-10 minutes, pas plus. Vous faites pas chier là-dessus. On verra que le plus gros de l'échauffement se fera par la suite. Ouais. Et puis même, hein, le fait de marcher ou d'augmenter sa température corporelle, ça permet aussi de diminuer la viscosité musculaire. Ok, comme ça, plus on s'échauffe, plus on augmente la température corporelle, plus le muscle, on va dire, il devient un peu plus souple, qui se permet de se contracter, de se relâcher plus rapidement. Donc un petit échauffement. C'est sûr que va essayer de sprinter quand t'es pas échauffé, Ouais, voilà. sans raid. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pareil, c'est juste augmenter la température corporelle, atteindre plus 1 ou plus 2 degrés. Je sais pas, si on a 37, on essaie d'arriver à 38, 38,5 de température corporelle, juste pour bien se sentir, rentrer dans sa séance même. Hein. Ça fait un petit peu de poser un cadre dans la séance, savoir ce qu'on doit faire, rentrer dans sa bulle, voir les performances qu'on a fait la semaine dernière, parce qu'évidemment, vous tenez un cahier d'entraînement. Et se dire, ok, là, il faut que je fasse mieux. Qu'est-ce que le coach ou la personne m'a dit pour améliorer mon mouvement? Ok, je vais y faire attention. Donc l'échauffement, ça n'a pas uniquement augmenté la température corporelle, mais il y a plein d'autres choses qui servent pour l'échauffement, quoi. Donc ouais. Mentalement, physiquement. Donc voilà, là, nous, c'est exactement par quoi on commence. Ensuite, petite question, est-ce que tu fais ton échauffement type EPS, toi? Est-ce que tu fais tes rotations de coudes? Est-ce que tu fais ta nuque, tes épaules, etc.? Non, en vrai, non, pas du tout. Hein. Moi, mon échauffement, c'est je me mets sur la machine et je fais une montée en gamme progressive jusqu'à ma charge de travail. Et c'est tout. Hein. En vrai, si je travaille à 40, à 2 plaques de chaque côté, je mets une plaque, je fais peut-être 10-15 reps. Puis après, au fur et à mesure, j'augmente la charge et je baisse le nombre de répétitions. Évidemment, l'échauffement, ça sert uniquement à s'échauffer, ça ne sert pas à se fatiguer. L'échauffement, ça va servir à préparer le corps à faire un effort précis. Donc,
l'échauffement, n'arrivez pas en étant RR0 sur vos échauffements. Ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune utilité. Ouais. Sinon, vos séries, elles seront plus délétères qu'autre chose, quoi. Donc, ouais, moi, Là, je ce qu'on t'avoue vous dit, c'est que. Ouais. Vas-y, continue, pardon. Non, vraiment, j'essaie d'avoir l'échauffement. Enfin, là, depuis peut-être 2 ans, j'ai vraiment l'échauffement le plus minimaliste possible, hein. Minimaliste, ouais. J'ai vraiment zéro bande d'élastique, zéro truc, rien du tout. Je mets sur la machine, j'augmente au fur et à mesure mon amplitude. Par exemple, sur un pec deck, je commence avec peut-être une amplitude réduite, et puis au fur et à mesure, dès que je me sens bien, j'augmente l'amplitude pour aller sur mon amplitude de travail. Et ensuite, j'augmente le poids, je fais mes séries, je me concentre sur ma technique. Et puis voilà, hein, vraiment, l'échauffement, ça ne doit pas durer plus de 10 minutes grand maximum sur l'exercice. J'ai quelqu'un à la salle, il m'a dit, mais Ronan, tes séances, ça dure 2 heures. L'échauffement, il dure combien de temps? Je dis, je sais pas, mon échauffement, il dure 5-10 minutes, même pas. Enfin, grand maximum, quoi. Ouais, franchement, non. Et encore à savoir que personnellement, je fais une montée en charge, au moins une montée en charge minimum sur chacun de mes exercices. Hein. Ouais. Bon, après, Genre, je pense que plus tu fais d'exercices sur le même groupe musculaire, moins tu as besoin d'échauffement. Voilà. Moins t'as besoin de t'échauffer. Mais même, genre, je peux pas me dire. Enfin, je sais pas. Je sais qu'il y en a, je pense, qui doivent marcher comme ça. Tu sais, genre, t'as fait 2 séries de. Enfin, t'as fait 2 exercices pec, il t'en reste un troisième. Je me vois mal quand même faire directement ma série de travail. Tu sais, genre, je préfère d'abord valider mon setup sur l'échauffement, s'il est bien, bien me placer, bien me remémorer un peu le mouvement, etc. Ouais. Mais c'est sûr que si c'est mon troisième exercice pec, je ferai jamais 3 séries de chauffe. J'en ferai une, 2 grand maximum. Mais une, voilà, c'est déjà ça. Ouais, Et après, là, du coup, de ce qu'on vous dit, là. Ça change aussi, je pense, un peu aussi de si c'est un gros exercice polyarticulaire ou simplement un exercice d'isolation. Si j'ai déjà fait 3 exercices pec et un autre exercice triceps, sur mon autre encore exercice triceps, je vais pas faire une série de chauffe, hein. Je pense que je vais me mettre directement dessus et je vais faire ma série effective, hein. Toujours dans l'optique de gagner du temps et pas passer 3 heures à la salle en vrai. Ouais. Et donc du coup, je vais y arriver pour vous dire que ce qu'on vous dit là, on fait pas d'échauffement type EPS, on fait pas d'élastique, on fait encore moins la poulie, là, la coiffe des rotateurs, etc. C'est pas une mauvaise chose de le faire, c'est juste qu'on pense que c'est pas vraiment réellement nécessaire, du moins si vous n'êtes pas blessé. On peut parler aussi de ça, hein. S'il y a des personnes actuellement blessées, je pense que ça peut être intéressant juste de vraiment chauffer la zone en particulier. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, j'avais quelques petites douleurs à l'épaule, je fais mes petites rotations externes pour ma coiffe, etc. Parce que je sais que j'ai une légère tendinite, etc. Enfin, je le sais. Mais commencez pas à tomber dans des choses. Je pense que tu vas voir, il y a un mec qui fait comme ça à la salle. Il passe 1 heure à s'échauffer. Parce que je pense, en fait, il s'est tellement blessé, je crois que j'ai discuté avec lui, il s'est tellement blessé que il a tellement peur que du coup après il passe 10 000 ans sur les échauffements. Mais je pense que le plus important aussi qui va avec, c'est surtout la montée en charge, l'amplitude, la progression, la surcharge progressive, etc. qui aurait un meilleur bénéfice, on va dire, sur sa pratique. Plutôt que de faire 10 000 choses à s'échauffer 10 000 fois parce qu'il faut échauffer ci, échauffer ça. C'est vrai que moi aussi, là, depuis 2 ans, que je m'échauffe vraiment uniquement sur la montée en charge, j'ai jamais eu de problème en tout cas. Ouais, c'est clair. Et puis voilà aussi, la montée en charge, c'est pas uniquement pour s'échauffer. La montée en charge, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est revoir son placement, c'est bien évidemment finir l'échauffement, c'est aussi se préparer mentalement. Jamais j'attaque un set de pendulum ou de hack ou de presse en faisant pas au moins 3-4 séries de chauffe. Hein. C'est mort. Mentalement, je me pisse dessus. Ouais, c'est clair. Mentalement, je me pisse dessus. Ouais. Donc voilà, ça fait partie aussi de ça au niveau de l'échauffement. Ouais, c'est ça, monter en gamme progressive, voilà, hein. Par contre, il y a certains exercices, je pense, qui ont besoin d'avoir une certaine progression aussi. Par exemple, si vous faites des tractions, par exemple des tractions lestées ou des tractions poids de corps, commencez pas à vous échauffer poids de corps aux tractions alors que vous faites des tractions poids de corps. Peut-être faire du graviton ou utiliser une bande élastique pour faire vos tractions, ce sera mieux parce que déjà, soulever son poids de corps, quand t'es pas échauffé, c'est compliqué. Donc, faites ça progressivement, surtout sur les exercices, on va dire, type poids de corps ou street lifting, comme les dips. Sauf si vous mettez évidemment 100 kg au dips, là, les dips. Chauffez-vous à vide. Ouais, ça. Mais si vous faites 20, peut-être échauffez-vous un peu mieux, plus les triceps, un peu plus les pecs, et ensuite progressivement sur les dips. Tout à fait d'accord avec ça. Ouais. D'autres choses à aborder sur l'échauffement ? On a fait le tour, je pense.
Non, je pense que vous en faites trop sur l'échauffement. Faites-en moins et gardez votre énergie Ouais, sur vos séries effectives. tout à fait d'accord. Hmm. J'aurais pas dit mieux. T'as déjà fait un réel là-dessus en plus. Sur l'échauffement? Ouais, je Je crois, crois. je sais plus. Peut-être, ouais. Je sais plus si j'en ai fait un ou Bon, pas. bref. Ensuite, après, il y a. Sélection d'exercices. Ouais, exact, hein. Après l'échauffement, on Je fait les pense qu'on exercices. peut déjà. Ouais, exactement. On peut commencer à faire les exercices. Je pense qu'on peut parler de deux gros types d'exercices, on va dire. Juste, on redéfinit un petit peu. Vous avez différents exercices. Ronan, il en a parlé tout à l'heure. Les gros exercices, je pense que quand on parle de gros exercices, enfin c'est ce que tu voulais dire, c'est des exercices qui sont polyarticulaires. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs muscles qui vont rentrer en compte et plusieurs articulations. Comme ça se prononce, poly, plusieurs, articulaires, bon, plusieurs articulations qui rentrent en compte. Et ensuite, vous avez également les exercices monoarticulaires qui n'engagent qu'une seule articulation et donc potentiellement qu'un seul muscle en général. C'est même sûr. Donc voilà, il y a des gens aussi qui appellent ça des exercices d'isolation parce qu'on isole un muscle, mais bon, voilà, à savoir que ça Attends. s'appelle Non, polyarticulaire non, il pour. y a même, j'ai entendu mieux encore. Des exercices de finition. Ah oui, des exercices de finition. Finition, Ouais, et bon. on m'a dit, ben moi je fais pas d'exercice de finition au début de séance. Par exemple, un pec fly, moi je dis, bah ouais, moi je commence par mon flex fly au début de séance. Quoi, tu fais un exercice de finition au début de séance? Mais c'est pour finir le muscle, ça. Bon voilà, à savoir qu'il n'y a pas de règle. Ouais, c'est Genre ça. moi aussi c'est vrai que hier je me suis entraîné avec mon pote, mon premier gym bro. Il me dit on fait quoi comme premier exercice? Je dis bah on fait des élévations latérales à la poulie. Il m'a dit ah ouais pas de polyarticulaire avant. Bref, on verra qu'il n'y aura aucun problème à mettre des exercices d'isolation ou monoarticulaire en début de séance. Au contraire, surtout sur une séance push, ça peut permettre d'échauffer un petit peu plus les épaules, préparer, etc. Enfin bref. Donc voilà, il y a deux grandes familles d'exercices. Ouais. Je réfléchis, je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, non, On exercices peut peut-être donner un qui. exemple. Il y a des exercices qui vont mettre en jeu au moins deux articulations, donc polyarticulaires, et des exercices qui vont mettre en jeu une seule articulation, l'exercice monoarticulaire ou des exercices d'isolation, c'est tout. Un exemple de polyarticulaire. De la presse pour les ischios. Attends, enculé. Quel est là ton problème? Non, un polyarticulaire, de la presse. Un exercice de presse à Ouais. cuisse. Qui va, il y aura l'articulation de la cheville, l'articulation du genou, l'articulation de la hanche qui va rentrer en jeu. Et un exercice monoarticulaire, si on reste sur les quadriceps, un leg extension ou un sissy squat, par exemple, où il n'y a qu'une articulation Ouais. qui va bouger. Enfin, on va y... Si c'est bien fait. Oui, c'est bien fait, ouais. Ok, très bien. Deuxième point sur la sélection d'exercices. Mhm. Quand toi tu fais un programme pour tes clients, comment tu choisis tes exercices? Parce que comment tu sélectionnes? En fait, comment sélectionner un bon exercice? Comment savoir si c'est un bon exercice pour l'hypertrophie et la croissance musculaire? Déjà, c'est trouver un exercice qui va vraiment travailler le muscle que tu souhaites développer. Déjà, en premièrement. Ouais. C'est si tu dis que tu veux faire un. Je reprends le même, enfin pas le même, mais ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu dis je vais faire de la presse à cuisse pour les ischios, déjà, c'est pas une bonne sélection d'exercices déjà. Déjà, il faut sélectionner les exercices qui vont travailler ton muscle en question. Déjà, c'est le plus important. Ensuite, c'est un exercice sur lequel tu vas pouvoir surcharger dans le temps. Ou en tout cas, la surcharge se fera plus facilement. Par exemple, je sais pas, un leg extension, il sera facile de pouvoir rajouter une plaque ou enfin 2,5 kg, pas de séance en séance, mais plutôt de semaine de mois en mois, par exemple. Et ensuite, je pense qu'on peut le mettre en corrélation, c'est la stabilité de l'exercice. Plus l'exercice sera stable, c'est-à-dire que plus tu pourras te concentrer sur faire l'exercice en question sans prendre en compte la stabilité. Parce que plus il sera instable ton exercice, alors oui, tu vas pouvoir travailler le muscle que tu vas vouloir développer, mais il sera compliqué de pouvoir surcharger ensuite cet exercice parce qu'il y aura le facteur stabilité à en prendre en compte.
Un exemple, faire un squat sur un bosu. Alors oui, tu travailles tes quadriceps parce que tu fais le pattern de squat, mais il va avoir le facteur stabilité à prendre en compte. Et pour rajouter du poids sur un bosu, enfin un squat bosu, ça va être compliqué. Tout simplement. Ouais, ouais, d'accord. Bon, je sais pas si c'est le meilleur exemple, le squat Bosu, mais ou même un squat à la barre libre, on peut dire. À part si c'est vraiment très très bien réalisé et c'est vraiment très clean, je pense qu'il y aura mieux à faire sur une machine, par exemple. Ouais, Sur un hack squat, sur un pendulum, ou même encore sur une Smith. Parce que du coup, voilà, vous n'avez pas le facteur... une Smith pas cassée. Vous n'avez pas le facteur voilà, instabilité. Ça veut pas dire que quand vous prenez des haltères, vous n'allez pas être sur un exercice stable. Vous pouvez le rendre stable. C'est pas les haltères qui va vous faire ça. C'est plutôt vous, votre setup. Je prends un exemple. Un curl biceps. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais bon, je me rappelle plus si tu m'avais dit je crois que c'est Yann ou un mec, un anglais ou un truc comme ça. Enfin, bref. Ben Yanes là. Ouais, voilà, c'est ça. En Peut-être, gros, se mettre juste assis sur une station de tirage et juste poser ses coudes sur les coussins. Ce qui fait qu'on garde une stabilité, on est ancré. Il n'y a pas moyen de tricher aussi également, parce que le fait de garder les coudes plaqués et de ne pas les envoyer en avant, ça rend l'exercice encore plus stable. Ouais. Ça fait un peu des niveaux. Vous pouvez très bien faire un curl biceps debout et va être beaucoup plus stable du coup sur un curl biceps assis avec les coudes collés. Mhm. Donc voilà, c'est pas parce que il faut choisir poids libre ou machine. Non, c'est juste la stabilité en elle-même. Et vous avez des machines, ça a beau être des machines, il y a des machines qui sont malheureusement pas bien faites. Désolé Technogym, désolé certaines gammes de machines, mais vous n'êtes pas stable dessus. Vous n'êtes pas stable, il manque une ceinture, il manque ci, etc. Donc c'est pas parce que il n'y a pas de poids libre ou machine pour l'hypertrophie. C'est la stabilité que ça vous procure. Ouais, exact. Après, vous pouvez très bien vous entraîner sur faire un lat pull down, sauf vous mettre à l'envers sur lat pull down par exemple, et pas mettre les genoux sur le coussin. Parce que j'en vois trop à la salle qui font ça, je vois aucun intérêt de faire ça. Genre, oui, très Vous avez bien. la machine à disposition avec les coussins et vous quand même vous mettez. Il y a une poulie de libre. Mais non, vous allez vous mettre sur une autre poulie où il y a pas de, où tu peux pas t'asseoir, où tu peux pas mettre tes jambes pour te caler et te procurer de la stabilité et donc plus de force. Non, non, tu t'assois par terre et tu fais ton tirage de con. Non, mais même pas, même pas. Vas-y. Ils se mettent sur la machine à lat pull down, ils mettent pas les Oui, genoux oui, sous le oui, coussin. oui, oui, Ils se non, mais il y a mettent ça. Ils se Mais mettent il y à a d'autres l'envers à personnes. faire du tirage comme ça là. Bref, Oh, bref, voilà. Et aussi un stabilité. bon exercice, c'est un exercice qui vous procure pas de douleur dans le temps aussi. Ok, si par exemple, si vous voulez absolument faire du squat parce que vous avez entendu qu'il faut absolument faire du squat, mais que le squat vous pose des problèmes peut-être de dos, de genoux, de hanches, bah, ne le faites pas. Trouvez d'autres alternatives où votre dos va pouvoir être plaqué contre un coussin. Donc voilà, un exercice qui ne procure pas de douleur dans le temps. Un exercice qui vous convient. Ouais, exact. Et surtout, un exercice que vous aimez et que vous pouvez répéter dans le temps. Ça, c'est pareil, hein. C'est à chaque fois on le répète, mais quelque chose que vous allez aimer, ça va être plus facile à le tenir dans le temps. Ok, sur par exemple un aliment que vous allez aimer, bah, incluez-le dans votre programme de nutrition, dans votre plan de nutrition. Un exercice que vous aimez, bah, mettez-le dans votre programme, donnez-vous à fond dessus et vous allez pouvoir progresser dessus. C'est pas parce que l'exercice. C'est pas parce qu'on vous a dit qu'il fallait absolument avoir des exercices stables, surchargeables, etc., qu'il n'y a pas des exercices qu'il faut qu'on enlève. Au contraire, s'il y a des exercices qui vous permettent d'adhérer, comme disait Ronan, gardez-les. Même si c'est des exercices un peu bourrins, on va dire. Je prends l'exemple, moi j'ai du curl marteau en unilatéral. Euh, j'ai du curl marteau en unilatéral. Je le fais du coup aux haltères. Et donc je me suis filmé. J'ai fait ça aux haltères. Et je l'ai envoyé à Yann. Et Yann m'a dit que c'était beaucoup trop clean. Il faut pas avoir peur d'avoir des exercices où vous mettez un petit peu le cerveau en off et à bourriner un petit peu plus. Ok ? Si ça vous permet de tenir dans le temps. On
on n'a pas dit quelque chose. Ronan est parti pisser, ça me fume, il m'a dit de continuer. Je vais continuer tout seul. On a parlé du coup de stabilité, on a parlé de capacité à surcharger, on a parlé de compatibilité, on a parlé de machine, etc. Et aussi, je pense qu'on peut parler au niveau de l'amplitude. Avoir des exercices qui vous permettent d'étirer donc au maximum vos muscles et de les raccourcir au maximum. Full range of motion, la team full ROM, hein, Ronan connaîtra. Donc voilà, avoir des exercices qui vous permettent de garder une bonne amplitude sur la plupart. On reprend l'exemple du Preacher Curl, Technogym, qui manque cruellement d'amplitude à l'extension des coudes. Donc voilà, juste avoir des exercices qui vous permettent d'avoir une bonne amplitude. Hein, donc je disais, avoir plus d'amplitude, avoir des exercices avec des bonnes amplitudes. Donc voilà, je pense qu'on est pas mal au niveau de comment choisir, comment sélectionner un bon exercice. Ouais. D'autres choses à redire là-dessus? Non. Non, peut-être prendre en compte aussi, je sais pas si tu as déjà entendu ça, le stimulus to fatigue ratio. En gros, c'est le ratio entre le stimulus la stimulus et la fatigue. Et la fatigue que ça apporte à ton muscle. En gros, si vous dites, je vais faire un quart de squat, ça a apporté assez peu de stimulus, mais une grosse fatigue. Donc ça ne sera pas l'exercice le plus optimal à faire parce que vous allez faire qu'un quart de squat, donc vous n'allez pas raccourcir et contracter au maximum ou sur son grande amplitude le squat, mais vous allez mettre tellement lourd que ça vous apporter beaucoup de fatigue. Donc pouvoir avoir un stimulus qui est le plus grand possible avec une fatigue qui va être assez basse, c'est le mieux. Alors quand je dis fatigue, c'est pas une fatigue « oh je me sens fatigué ». Pour estimer la fatigue, c'est que la fatigue, ça peut prendre en compte les articulations, enfin tout ce qui est articulaire. Comment je me suis senti après la séance, est-ce que j'ai eu mal, est-ce que j'ai pas mal? Ça, c'est la fatigue. Est-ce que après cet exercice-là, sur un autre exercice, je vais être fatigué de l'exercice précédent. Par exemple, là j'ai fait mon quart de squat et ensuite je fais des triceps extensions. Est-ce que la fatigue du quart de squat va impacter mes performances sur le triceps extension? Si c'est oui, alors peut-être que c'est pas le meilleur exercice à faire, le quart de squat, pour développer ses quadriceps. Donc il faut prendre en compte ça. Et voilà, le RPE, est-ce que c'est un exercice qui est tellement dur que ça prend toute mon énergie mentale de la semaine? On peut dire qu'on a une sorte de jauge d'énergie mentale sur la semaine. Peut-être que mettre un gros exercice, alors je dis pas qu'il ne faut pas faire de gros exercices, mais faire attention à combien de gros exercices dans la semaine on peut mettre pour développer un certain groupe musculaire. Voilà, peut-être faire attention à ça. Et je pense que c'est peut-être une des erreurs que j'ai faites aussi dans mon passé. C'était la peur d'être fatigué et d'apporter de la fatigue pendant mes entraînements parce que la peur de ne pas pouvoir bien faire sur les séances suivantes. Je m'obligeais à vouloir faire parce que je pensais que faire un squat, faire une presse à cuisse, faire des fentes bulgares et faire du soulevé de terre dans la même séance, jambes tendues, c'était les exercices à faire pour des grosses jambes. Du coup, je faisais ces 4 exercices dans ma séance. Mais en fait, ça me portait tellement de fatigue que j'avais peur de m'entraîner fort sur ces exercices-là. Et donc, je m'entraînais avec une mauvaise proximité à l'échec, par peur d'être fatigué et de ne pas pouvoir bien faire sur d'autres séances. Donc, voilà, faire attention un petit peu, peut-être même à l'enchaînement des exercices que vous faites pendant votre séance. Voilà, petite digression. La petite. Voilà, mais ça fait une petite transition. Ouais. Ça fait une petite transition du coup sur la suite, sur les ordres des exercices dans la séance. Ouais, et même juste estimer comment on estime un bon stimulus à l'entraînement. Tu vois, sur un groupe musculaire. Alors évidemment, c'est que subjectif, mais est-ce que je sens mon muscle travailler déjà?
Ça peut être déjà la bonne chose à faire. Est-ce que quand je fais un tirage, je sens mon grand dorsal? Moi, je sais que quand je fais mon tirage en unilatéral, je sens que mon grand dorsal. Je sens un peu mes biceps, c'est normal parce que je fléchis mon coude, mais je sens mon biceps, je sens mon grand dorsal. Est-ce que j'ai un pump? Est-ce que quand je fais mon hack squat sur 5-8 reps, j'ai un pump? Oui, moi je pump des quadriceps quand je fais. Ah ouais, moi j'ai trop mal au quad. Ouais. Et aussi, est-ce que. Alors, c'est pas le facteur principal de savoir si on a fait un bon entraînement ou pas, mais ça peut être une chose à prendre en compte, c'est est-ce que j'ai des courbatures après mes entraînements? Est-ce que j'ai des courbatures sur le groupe musculaire que j'ai entraîné hier ou avant-hier? Si c'est le cas, alors vous avez un bon stimulus. Évidemment, faire attention à ne pas avoir des trop grosses courbatures parce que ça peut affecter aussi la fatigue et donc ça peut affecter vos entraînements sur vos autres séances. Donc voilà. Voilà, c'était comment estimer la fatigue et le stimulus d'un exercice. Merci chef. De rien, avec plaisir. Ordre des exercices dans la séance. Tout à l'heure, on disait que y a des gens qui étaient un petit peu choqués quand on leur disait qu'on faisait un exercice de finition en début de séance, un exercice d'isolation, on va dire, ou un exercice monoarticulaire, comme on l'a dit. Comment choisir quel exercice je vais mettre en premier? Toi, tu as ton client. Ouais. Comment tu sais pourquoi tu vas lui mettre tel exercice en premier? Si c'est un groupe musculaire qui souhaite mettre en priorité dans sa séance, je vais toujours lui commencer par l'isolation. Par exemple, s'il veut développer son grand dorsal, je vais lui mettre un exercice d'isolation du grand dorsal. Par exemple, ça peut être un pullover à la poulie, il va commencer par un pullover à la poulie. Ça. Et ensuite... Je rebondis un truc. Il y a des gens qui disent... Bro, ça va me sortir de la tête. Attends, on parlait d'isolation, on parlait... Ah oui, il y en a, ils parlent de pré-fatigue. Il y en a qui parlent de pré-fatigue. J'aime pas trop dire mettre des exercices de pré-fatigue, parce que le but, c'est pas de le fatiguer. Le but, c'est de le recruter. Ouais. Et de mettre toutes les chances de notre côté pour le recruter. Et donc oui, ça passe par faire des exercices dits mono-articulaires d'isolation. Comme il a dit, un pullover par exemple. On essaye de uniquement recruter le grand dorsal, parce que c'est le premier exercice, parce que c'est l'objectif de la séance, parce que, imaginons, c'est un retard, donc on veut le rattraper, parce que c'est là où on est le plus en forme, donc d'où l'intérêt de se concentrer uniquement sur le muscle en question. D'où l'intérêt de faire des exercices d'isolation en premier dans la séance. Ouais, exact. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, très bien. T'as bien résumé. Et puis surtout, quand ils disent un exercice de pré-fatigue, c'est que ils font que fatiguer le muscle, mais ils apportent pas de série proche de l'échec, tu vois. De série proche de l'échec, voilà. Si vous faites de la pré-fatigue, ça sert à quoi de faire de la pré-fatigue? Votre muscle est déjà fatigué, donnez-vous à fond juste au premier exercice et puis arrêtez de faire votre pré-fatigue. Genre. Mais je pense que les gens, on leur a trop bourré le crâne avec ça, ils aiment trop utiliser des noms qu'ils ne maîtrisent pas, et donc ils se disent ouais, moi je fais de la pré-fatigue. Non, tu fais juste un exercice d'isolation, pousse le proche de l'échec, stimule le muscle que tu veux stimuler en question, et puis voilà. Hein. Ouais, exact. Donc ça, et ensuite j'essaye un petit peu de manager la fatigue, enfin de bien gérer la fatigue pendant la séance, la fatigue que les exercices peuvent générer. Par exemple, un gros exercice qui va avoir un gros étirement, oui, il y aura un gros stimulus au niveau de l'hypertrophie, mais ça va apporter aussi beaucoup de fatigue. Par exemple, un soulevé de terre jambes tendues, ça va bien étirer les ischios parce que en position, quand la barre elle est basse, tu auras un gros étirement au niveau des ischio-jambiers, mais ça va aussi t'apporter beaucoup de fatigue pour pouvoir faire un autre exercice d'ischio-jambier sur la séance. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre des exercices où on va d'abord raccourcir au maximum le muscle, comme par exemple, je prends l'exemple pour les ischios, un leg curl ou un back extension pour raccourcir, en tout cas sur là où la contraction est maximale. Donc là, on vient raccourcir au maximum le muscle parce que c'est un exercice qui va apporter assez peu de fatigue. Et ensuite, un exercice qui vient où la tension sera maximale à l'étirement. Voilà. C'est exactement la réflexion que je faisais la dernière fois. Tu sais, j'ai 5 séries de biceps. Ouais. J'ai 5 séries de biceps.
Et j'ai fait un Bayesian curl à la poulie d'angle. Et après, je suis allé faire un pressure curl. Et là, je me suis dit, mais j'aurais vraiment pas dû faire ça. Parce que j'ai un exercice où j'ai genre full tension à l'étirement en premier. Et après, j'ai fait un exercice où il y avait full tension au raccourcissement. Alors que du coup, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû plutôt me mettre d'abord sur il y la aura pressure pas. curl. Bah non, c'est pas full tension quand c'est raccourci, c'est juste que tu travailles ton muscle en position raccourcie. Full dur, oui, pas attention. Faut pas confondre la tension et la contraction. Non, c'est Oui, mais je veux dire. là où ton muscle il sera le plus étiré ou Oui, raccourci, ça dépend après de d'où tu oui, places la voilà. tension. Parce qu'un Bicep curl, tu peux avoir ton biceps derrière toi, donc là ton muscle sera étiré, mais la tension pendant le mouvement elle va être différente en fonction de là où tu places la hauteur de ta poulie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais là, pour dire que genre j'ai commencé par un exercice où j'avais les biceps méga étirés et après j'ai fait un exercice avec avec les biceps méga raccourcis. Ouais, J'aurais dû faire l'inverse. ouais, exact. Donc ouais, je Enfin prends ça bref, en compte histoire de juste. je m'en suis rendu compte. Ouais, pendant la séance. Ouais. Bah, tu sais, c'est le réel aussi que je t'ai envoyé de. Comment il s'appelle, le coaché de The Prep Dad là. Je t'ai dit putain, je savais qu'il était coaché par The Prep Dad. Le gars. Oui, Et si tu regardes je sais plus comment il s'appelle. lors de ses exercices, c'est exactement ça. Il a commencé par un Ouais. pullover, et ensuite il a commencé par un tirage horizontal, là où la full tension en position contractée, et ensuite des tirages plus haute de la tête, où vient étirer le muscle et Ouais. avoir full tension en position Non, étirée. je redis ça parce que je crois que The Prep Dad il a sorti une vidéo là-dessus. En plus, il a sorti un réel Ah ok. sur tout ça. Enfin bref. Bon, on enchaîne. Fourchette de répétition. Déjà, est-ce que la plupart des gens à la salle ont des fourchettes de répétition? Et je pense que Non. 70% des gens, non. Ouais. Non, ils Je ont suis pas de gentil. fourchette de répétition. Ouais. Non, ils ont pas de fourchette de répétition. Non. Genre, Et c'est du quel. coup, pourquoi mettre des fourchettes de répétition? Pourquoi Et pourquoi il y a différentes fourchettes de répétition sur chaque exercice? bah, une fourchette de répétition, ça te permet de t'apporter une certaine progression sur une certaine charge, déjà. C'est Mhm. juste te dire, ok, là, il faut que je puisse progresser entre telle répétition et telle répétition pour m'assurer que j'ai pu prendre suffisamment de muscles sur cette plage de répétition ou en tout cas de muscles sur l'exercice avec une charge donnée pour que je puisse mettre plus lourd ensuite. C'est simplement un outil pour progresser. Parce que la plupart des gens, en fait, ils se brident à faire genre un 4x10 par exemple. Et Ouais. une fois qu'ils ont fait leur 10 reps, bah, ils s'arrêtent. D'où l'intérêt de mettre des fourchettes de répétition et de chercher la progression, comme disait Ronan, sur une plage de répétition donnée. Entre 9 et 12 répétitions, par exemple. Voilà, moi je cherche à progresser entre 9 et 12 répétitions. Une fois que j'ai atteint le palier de répétition, on va dire, et que j'ai bien validé mes fourchettes de reps, j'augmente le poids, ça me fait baisser les reps, et en fait j'essaie de progresser comme ça à l'infini. Et c'est le but de la surcharge progressive. Qui, je le rappelle, la surcharge progressive, c'est pas le fait de surcharger progressivement qui va vous faire prendre du muscle. C'est plutôt le fait que vous avez pris du muscle qui vous permet de surcharger progressivement. Et pas l'inverse. C'est une conséquence, c'est pas la cause. C'est une conséquence, c'est pas une coïncidence. C'est pas Une cause. une cause, voilà, pardon. Ouais. Enfin bref, donc voilà. Important de mettre des fourchettes de répétition. Et on va voir que selon les exercices, les fourchettes de répétition peuvent varier. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je pense que mentalement, on n'est pas prêt à faire des 20 reps au hack squat, c'est tout. Non, il y a des exercices Non, qui ouais, en sont... gros, ouais, il y a des... Il y a des exercices qui sont plus faits à faire des fourchettes de répétition assez basses et d'autres qui sont plus adaptés, des exercices qui sont plus adaptés pour faire des fourchettes de répétition assez hautes. Des gros exercices polyarticulaires. Si on fait beaucoup de répétitions, le facteur limitant, je ne pense pas que ce soit le muscle qu'on travaille, mais ce serait plutôt le souffle, ce serait plutôt la fatigue, plutôt la congestion qui va nous faire arrêter l'exercice avant d'avoir atteint le nombre de répétitions qu'on s'était fixé. Moi, à 8 reps, j'ai les quadriceps qui brûlent au hack squat. Hein. Ouais. Alors, dites-vous qu'il y a des exercices qui sont plus stables, donc qui vous permettent de faire moins de reps, qui vous permettent du coup de mettre plus lourd. C'est surtout ça. Et donc en conséquence, du coup, comme disait Ronan, faire
moins de répétitions. Parce que du coup, on est plus stable, on peut mettre plus lourd, etc. etc. A contrario, des exercices où on est un peu moins stable, ça peut être intéressant de mettre des fourchettes de répétition un peu plus hautes. Ok. Ouais. Non, Je en fait, reprends un exemple. ouais, vas-y. Je reprends juste un exemple. Si vous faites du curl, je sais pas, du curl aux haltères. Vous faites du curl aux haltères. Si je vous mets une fourchette de répétition assez basse, bah, je pense que vous allez. Ou non, je prends les élévations latérales. C'est mieux de prendre les élévations latérales. Si je vous mets des fourchettes de répétition, par exemple, entre 6 et 9 reps, vous allez devoir mettre lourd pour rester dans la fourchette de répétition. Mais votre mouvement va certainement se dégrader. Et le but, c'est d'avoir un mouvement le plus propre possible. D'où l'intérêt de mettre plus de répétitions et donc, en conséquence, mettre moins de charge. Ouais. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, et puis Si il tu y a veux continuer sur ce que tu as à dire. Oui, c'est juste, bah, des fois, s'il y a des articulations ou des muscles qui sont... Enfin, niveau articulaire, c'est bien de faire peut-être faire des fourchettes de répétition un peu plus hautes. Par exemple, sur du biceps curl, je me vois pas faire entre 3 à 5 reps, tu vois. Juste parce que je pense Non que mes plus. poignets, ils vont pas apprécier le fait que je fasse Ils vont du pas 3 à kiffer, 5 ouais. reps. Euh, et puis, je pense qu'au niveau de la standardisation aussi des exercices, comme tu as dit, faire 3 à 5 reps sur des élévations latérales, ça va être compliqué de pouvoir standardiser tes répétitions sur du 3 à 5 reps. Donc voilà, il y a des exercices qui bénéficient plus ou moins des fourchettes de répétition assez hautes. Des exercices qui impliquent plusieurs articulations où ton buste n'est pas supporté. Par exemple, je sais pas, un RDL ou un sorte de, tu sais, de Penlero à la barre. Faire 10 plus reps, faire plus de 10 reps, ça va être compliqué au niveau du gainage de pouvoir bien rester, avoir une tactique propre. Donc ouais, il y aura des exercices qui sont plus adaptés que d'autres. Et ça ne vous empêche pas, sur un même exercice dans la même séance, de varier vos fourchettes de répétition. Juste d'un point de vue, pouvoir un peu mieux gérer la fatigue pendant la séance. Et un Oui, point de apporter vue... un stimulus un peu différent. Ouais, exact, ouais. C'est ça. Et puis peut-être mieux gérer la fatigue, mieux gérer le poids, mieux gérer bah, la fatigue sur les articulations, tu vois. Faire que du... par exemple, bah, je prends le cas du hack squat parce que j'en fais. Faire peut-être que du 5-8 reps sur le hack squat. Peut-être qu'à la fin, faire 3 séries de 5-8 reps, à la fin, les genoux ou les Wow. hanches vont peut-être prendre cher. Alors que faire une dernière série avec un peu plus de répétitions, tu vas du coup pouvoir mettre moins lourd, du coup moins de stress sur les articulations Mm. en question. Puis même mentalement, en faire entre 5 et 8 reps sur 3 séries ou hack squat, Ouais, se dire que faut que tu te remettes à chaque fois. c'est dur, hein. Ouais. Même si 11 C'est reps, dur. enfin 8-11 reps, c'est dur aussi hein, de se dire qu'il C'est dur faut. aussi, ouais. Ouais, Mais c'est différent, je trouve. C'est différent. ouais. J'aborde la série un peu plus différemment, même si je suis toujours bien dedans. Mais je me pisse un peu moins dessus. Mais je me pisse quand même dessus parce que je sais que ça va être cardio. Et ouais, et fourchette de reps. Qu'est-ce que je veux dire dessus? Oui, les horaires aussi qu'on voit sur les fourchettes de répétition, c'est que bah, ce qui va avec les fourchettes de répétition, c'est les séries que vous faites dessus. C'est-à-dire sur la progression que vous avez. Euh, sur une seule et même séance, enfin sur un seul et même exercice, je vois qu'ils mettent de plus en plus lourd à chaque série, alors que Mhm. là, la fourchette de répétition augmente. Donc ça, c'est aussi c'est un peu une erreur de mal choisir un petit peu son poids sur... Bah, c'est un peu dommage. Ouais, c'est ça. C'est un peu dommage parce qu'en fait, dites-vous, vous commencez avec un poids que vous savez que vous allez faire les répétitions avec. Mais c'est pas le poids le plus lourd que vous pouvez mettre. Mm. Pourquoi se priver de l'énergie du début de séance ou du début de l'exercice et mettre un poids léger au début, alors que vous pouvez mettre un poids lourd? C'est plutôt l'inverse. Donc mettez votre maximum de charge que vous pouvez mettre avec la fourchette de répétition fixée en début de la séance, et après, comme on disait, bah, variez les fourchettes de répétition au fur et à mesure des séries. Ouais, exact. C'est dommage de se priver d'un stimulus, on va dire, avec un peu moins de tension mécanique dessus, parce que forcément, bah, il y a un peu plus lourd, etc., dès le début de la séance. Mhm. Ouais, exact. Voilà. Ouais, ça. Et vous bridez pas
ne vous bridez pas sur vos fourchettes de reps. C'est-à-dire, si première série, vous devez faire entre 5 à 8 reps, et que vous avez atteint 8 reps, et que vous aurez pu encore en faire 3, 4, bah, ne vous arrêtez pas, continuez, c'est pas grave, c'est pas une série de perdus. Genre, rendez-la la plus effective possible en vous rapprochant de l'échec. Et au pire, sur la série suivante, si sur la première série, vous avez fait, vos fourchettes de reps, c'était 5-8, vous avez fait 12 reps, bah, c'est pas grave, sur la série suivante, mettez plus lourd pour Bah oui. rester dans votre fourchette de répétition. C'est pas parce que vous avez atteint 8 reps qu'il faut absolument vous arrêter. C'est simplement, ça vous donne une sorte de marge de progression. Mais si vous pouvez faire plus, faites plus. Alors, voilà. Vous arrêtez pas à Ne un vous chiffre bridez donné. pas, ouais. Ouais, exact. Ok. Point suivant. Point suivant, ouais. Point numéro 4. Vas-y, si tu veux. Sur les séries, bah, du coup, en vrai, ça fait un peu la transition sur ce qu'on disait avec la notion. On peut parler de la notion, soit la notion d'intensité en premier ou. Là, des séries de travail, séries effectives, Ouais. c'est ça? Soit on peut parler de ça. Bah oui, si tu veux qu'on parle de ça, ouais, c'est ici, là. C'est exactement ce que tu es en train de. Ouais, ok, ok. Et bah écoute, bah ouais, comment juger la qualité d'une série? La qualité d'une série, c'est une série que vous allez amener suffisamment proche de Proche de l'échec. l'échec, que vous allez pouvoir mettre une certaine tension sur vos muscles. Donc voilà, une série effective, c'est, on peut dire, entre 5 à 0 répétitions en réserve. Évidemment, en fonction de l'exercice. Euh, Plus vous vous rapprochez de l'échec, plus vous allez pouvoir, comment je dis ça, impliquer beaucoup d'unités motrices qui vont faire que beaucoup de fibres musculaires vont pouvoir se contracter. Donc Hmm. là-dessus, c'est clair. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes arrêté à 8 reps alors que vous aurez pu en faire peut-être 6-7 de plus, c'est pas une série effective. C'est, on va dire, une série d'échauffement encore. Ouais, je pense. Et aussi, qu'est-ce qu'une bonne série? C'est une série. Franchement, une série. Honnêtement, pour moi, une vraie bonne série, ça doit être joli à regarder. Et du coup, ça passe par plusieurs points à respecter, notamment bah, du coup une amplitude, comme on le redisait, hein, ça parlait de la section d'exercice tout à l'heure, etc. Avoir une bonne amplitude, avoir du coup recruter correctement le bon muscle, hein. Ça peut être aussi, je dis amplitude, recruter le muscle. La standardisation de vos répétitions, c'est-à-dire Mhm. avoir tout le temps les mêmes répétitions à chaque fois, c'est-à-dire que vous avez la même vitesse sur votre excentrique, et plus vous vous rapprochez de l'échec, plus votre concentrique diminue, du coup. Voilà. Moi, pour moi, franchement, une belle série, enfin une bonne série, ça doit être une série qui doit être agréable à regarder, et pas où on essaye de tricher, où on essaye de compenser avec d'autres groupes musculaires. Mhm. Évidemment, à la fin de cette série, il va falloir être le plus proche possible de l'échec musculaire. Enfin, du RIR 0 plutôt. On dit échec musculaire, mais c'est plutôt RIR 0. C'est-à-dire avoir 0 répétition à la suite de votre dernière. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Je parle de Ouais, RIR, peut-être qu'on peut redéfinir arrière, Je redéfinis juste vas-y, vas-y. je redéfinis juste que c'est une RIR. RIR, c'est tout simplement rep in réserve. C'est les répétitions en réserve. Pardon. Les répétitions en réserve, du coup. Donc, quand on est RIR 0, c'est quand vous avez, du coup, 0 répétition après votre dernière répétition avant que vous arrêtiez. RIR 2, c'est si vous êtes arrêté. Et donc, si vous aviez continué, il vous en restera encore 2. RIR 4, vous êtes arrêté, il vous restera 4 répétitions, etc., etc. Donc, le but, vraiment, c'est d'arriver à RIR 0. Et pas à l'échec musculaire. L'échec musculaire, c'est plutôt les répétitions que vous allez tenter alors que vous n'allez pas les avoir. Ça Mhm. ferait du RIR-1, on pourrait dire. Ouais. Et ça aussi, c'est assez important. Ça permet aussi de manager la fatigue. Ok. Vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment à rater chacune de vos dernières répétitions. RR0, c'est très bien. Si potentiellement la prochaine vous l'avez pas, vous l'avez pas. Mhm. Et vous resterez quand même RR0. Et vous aurez, je pense, le même stimulus en gardant une 0 répétition en réserve qu'en allant à l'échec, on va dire. Ouais. Voilà pour ça. Ouais, et puis du coup, ne comptez pas vos séries d'échauffement comme comme vos séries que vous avez Le travail. travaillées sur votre groupe musculaire dans la semaine.
Non, du coup, c'est que vous comptez uniquement le nombre de séries effectives. Si vous avez 4 séries d'échauffement, Effectif, c'est pas... donc proche de l'échec. Exactement. Donc vos 4 séries d'échauffement, c'est pas 4 séries qui comptent dans le volume d'entraînement dans la semaine. Voilà. Après, là, les séries de travail, le nombre de séries qu'on fait sur un même exercice, en vrai, ça dépend. On peut parler de ça. Ça va dépendre, ouais. Ça dépend déjà du temps que vous avez à disposition. Si vous êtes assez limité dans le temps, faites plus d'exercices sur un même exercice, plus de séries pardon sur un même exercice. Vous changez pas de machine, vous gagnez plus de temps. Donc en fait, ça va être vraiment dépendant de chacun. Là-dessus, c'est assez compliqué de dire combien de séries il faut faire par exercice. Ça va dépendre aussi du volume d'entraînement que vous avez sur la semaine, ça va dépendre de la fréquence, ça va dépendre de pas mal de choses. Ouais. Je pense qu'aussi, ça va aussi dépendre du niveau de pratique. Ouais. C'est très rare que je mette 2 séries à un débutant. Ah oui. J'irais plutôt vers mettre 3, voire même 4, histoire qu'il répète le mouvement et qu'il soit bien en place dessus, au lieu d'aller chercher à varier beaucoup la sélection d'exercices. Et puis Même même ça va dépendre de la fréquence que vous avez dessus aussi. Ouais. Vas-y, ça va parler juste de la fréquence, quoi. Ouais, bien sûr. Et sur même les exercices unilatéraux, des fois, toi, je me limite à 3, mais des fois, j'aimerais bien en faire que 2. Parce que mentalement, me dire que j'ai 4 séries à faire, tu vois, vu que j'ai bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche, c'est compliqué de se mettre à chaque fois dans la série et de donner à fond, tu vois. De dire, t'as 4 séries en unilatéral, c'est long, hein. Faut te remettre à chaque fois dans ta série 8 fois, c'est compliqué, je trouve. Pauvre Yann qui m'a mis 4 séries de leg curl allongées en unilatéral. Pauvre Yann qui me met que des 4 séries en unilatéral aux épaules. Ouais. Mais bon. Ouais. Moi, je ferme ma gueule et je fais. Ouais, non, vraiment. Mais c'est vrai que c'est là où il faut vraiment être efficace. Il faut vraiment, genre, moi je parle à personne. Je prends vraiment 1 minute entre chaque jambe et j'enchaîne. C'est ça, c'est clair. Genre vraiment, il faut vraiment que ça me prenne genre moins de 15-20 minutes grand max. Ouais, exact. Et puis, c'est dur. Du coup, c'est bien, t'as fait un gap, enfin, t'as mis un truc sur le temps de repos. Du coup, t'as parlé de temps de repos, donc on va parler des temps de repos. Ouais, on peut parler des temps de repos. T'as fait un réel dessus, le dernier réel, tu peux en parler du coup. Ouais. Arrêtez de vous baser sur un chrono avant de repartir sur votre prochaine série. C'est pas le chronomètre qui va dicter votre prochaine série, mais c'est plutôt votre état en lui-même qui va vous permettre de vous dire ok, là je suis prêt pour aller faire une autre série. Si votre chrono, vous avez mis vos petites chronos là, vous êtes tout mignon là, vous avez vos chronos autour du cou, vous êtes là, et 2 minutes, allez, on y va. Non. Posez-vous la question, dites-vous juste le chrono en fait il est juste là pour vous rappeler de ne pas partir trop tôt. Moi je me mets un chrono de 3 minutes, il y a des fois, c'est très rare, hein. C'est très rare que je parte avant 3 minutes, à part si c'est un exercice en unilatéral, mais le chrono, il est là juste pour vous dire ok Coco, pars pas trop vite. Ça fait 2 minutes. Et moi, quand mon chrono il sonne, enfin j'ai pas de chrono, mais sur Gravitus, là, sur l'application sur notre cas d'entraînement, on a un chrono qui tourne et ça t'envoie une notification quand tes 3 minutes ils sont passées. Quand je vois la notification, je regarde et je me dis ok, j'évalue 3 choses. Est-ce que je me sors prêt mentalement à repartir sur la prochaine série ? Premier point. Deuxième point, est-ce que je suis encore congestionné ? Ok. Et troisième point, est-ce que je suis encore essoufflé, par exemple ? Genre sur un hack squat, moi, à 3 minutes, je suis encore essoufflé. Hein. Genre sur les séries de 8-11, à 3 minutes, je suis encore essoufflé. Donc voilà, prenez en compte ces 3 points. Et si vous ne respectez pas au moins 2 des points, ne repartez pas. Juste repartez quand vous vous sentez capable de repartir. C'est pas parce que votre chrono, du coup, il a bipé que vous devez repartir. Et croyez-moi, ça impactera beaucoup moins vos performances. Enfin, ça améliorera du coup vos performances, votre progression et surtout la qualité de vos séries. Surtout si vous êtes encore mort, si vous êtes encore mort, alors que potentiellement vous pourriez refaire une série encore très stimulante, quoi. Généralement, si vous avez fait 8 reps sur la première, même que vous preniez 3-4 minutes, si la première série était vraiment correcte, c'est vraiment très proche de l'échec, c'est très rare que vous en faites 8 à la deuxième. Ce sera plutôt 7, 6. Sauf s'ils ont pris 10 minutes de récup. Mais... Ouais. C'est quoi ça ? C'est visé ça ? Ah, 10 même minutes pas. Quand je prenais 10 minutes sur le hack squat. Okay. Ah, même pas. Non, même pas. C'était même pas pour toi.
Donc ouais. T'as des trucs comme ça à dire sur les temps de récupération? Non, c'est pas un maximum, c'est juste un minimum que vous fixez. Ok, Ouais, si vous voilà. dites, je peux me donner un minimum de, par exemple, 2 minutes, bah, si au bout de 2 minutes je suis pas prêt, bah, j'attends encore 30 secondes, 1 minute et je repars ensuite. C'est tout. Alors, faut pas être l'esclave de son chrono. Le chrono, c'est uniquement là, c'est juste une aide Hmm. qui va vous faire, vous dire, enfin, bah, déjà juste pour pas s'éparpiller dans la séance, pour pas que vous preniez 10 minutes non plus de récup. Mais voilà, ça va être juste une aide et pas quelque chose où vous êtes esclave de votre chrono, quoi. Donc on vous voit là, les gars, avec vos chronos là autour du cou là. Ça va vous vanner la prochaine fois qu'on vous voit. Enfin bref. Bon, ok, très bien pour le temps de repos. Ouais. Point numéro 6. Point numéro 6, un peu du coup là, chercher à progresser. En vrai, on en a déjà un peu parlé, mais chercher à progresser du coup sur chacun de vos exercices, enfin du coup sur chacune de vos séances. Ça passe par pas uniquement rajouter du poids, hein. Ça passe par il y a plusieurs variables de progression. On part du principe que déjà toutes vos séries elles sont standardisées, ok. Vous avez le même tempo, vous avez la même stabilité, vous avez le même amplitude. Donc à chaque fois, il y a une chose qui devrait changer, c'est soit vous rajoutez des reps, ou soit vous du coup vous arrivez à votre palier de répétition, et là vous pouvez augmenter le poids, ok. Potentiellement aussi progresser sur des RIR. Je sais pas, la semaine dernière vous étiez RIR 2, cette semaine vous êtes RIR 1. Vous avez fait une rep de plus. Ou je sais pas. Mais sans vous prendre la tête, juste chercher à être toujours placé correctement, à avoir toujours le même tempo, à avoir toujours la même standardisation de vos répétitions, en essayant de rajouter une répétition par-ci par-là. C'est pas parce que vous avez fait le même nombre de répétitions que la semaine dernière que vous n'allez pas progresser. Si vous n'avez pas dans votre cas d'entraînement marqué PR sur chacune de vos exercices ou chacune de vos séances, c'est pas grave. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois pour pouvoir progresser. Au niveau aussi de la surcharge progressive, attention à pas avoir des gaps trop importants. On peut parler des micro Microplate, ouais. plates. Mhm. Les micro plates, vas-y si tu veux faire la transition là-dessus sur les. T'en as fait un réel en plus, je crois. Ça a Ouais, bien marché. les microplates, c'est éviter d'avoir ouais, d'avoir des trop gros plateaux de, enfin, des trop gros jumps de progression sur vos exercices. Il y a des exercices qui vont être faits plus pour bien progresser plus vite. C'est plus facile de mettre plus lourd, comme par exemple un hack squat. C'est facile de pouvoir ajouter 2,5 kg à chaque fois de progression en progression, en tout cas de pas être progression. Par contre, sur des petits exercices d'isolation, comme des élévations latérales à la poulie, si vous mettez 2,5, vous faites 15 reps à 5 kg, donc vous rajoutez que 2,5, mais impossible de pouvoir faire plus, quoi. Donc, pouvoir avoir des tout petits incréments. Nous, à la salle, on a de la chance d'avoir des 0,5, des 1 kg. 0,5. Ouais. On a plusieurs variations de poids, donc voilà, utilisez ça comme des alliés de progression pour que ce soit plus facile à progresser et à mettre plus lourd, quoi. Voilà, hein, c'est tout sur les microcharges, les microplates. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que je veux dire dessus? Non. Ça passe par avoir un carré d'entraînement hein, aussi, hein, tout simplement. Hein. On le redit, mais Ouais, si vous traquez pas vos performances, vous ne pouvez pas historiser un petit peu toutes les données là qu'on vient de vous donner. exact. Donc, Et, tenez un carré d'entraînement. ouais. Et faites attention aussi, en fait, il ne faut pas se concentrer sur le nombre de kilos que vous allez rajouter de semaine en semaine ou de mois en mois. Ça va varier chaque fois d'un exercice à un autre. Regardez plutôt le pourcentage d'incrémentation que vous avez fait. Je m'explique. Utilisez un pourcentage. Par exemple, utilisez 10% d'augmentation de la charge sur un exercice. 10% de 100 kg au squat, ça va être 10 kg. Mais vous ne pouvez pas rajouter 10 kg sur vos élévations latérales d'un seul coup, c'est pas possible. Ok, donc 10% de 5 kg aux élévations latérales, ça fait 500 grammes. Donc utilisez plutôt des pourcentages que le nombre de kilos que vous pouvez rajouter sur vos exercices. Ce sera plus adapté à l'exercice en question d'utiliser un pourcentage de progression. Ouais, carrément. Carrément. Aussi, on peut se poser la question de quand changer d'exercice. À quel moment on change un exercice? Bah, on change un exercice quand on n'arrive plus à progresser dessus. C'est-à-dire que, alors pas pendant une semaine, mais plutôt si sur un mois, 2 mois, on voit plus de progression, peut-être qu'il sera temps de
changer l'exercice, en tout cas, de comprendre pourquoi on ne progresse pas. Peut-être que c'est simplement une très mauvaise technique et que impossible de progresser parce que vous utilisez d'autres groupes musculaires que le groupe musculaire que vous entraînez en question. Peut-être que vous avez de douleur, vous avez mal, et du coup impossible de pouvoir progresser. Peut-être qu'en fait vous avez trop de volume dans la séance. Il y a plein de variables à changer. Ouais. Peut-être que c'est simplement l'ordre des exercices. Peut-être que vous avez une trop grosse fatigue avant de faire cet exercice-là. Donc des fois, rien que changer l'ordre des exercices, vous pouvez retrouver une certaine progression dessus, quoi. Donc avant de vous dire « Oh, ça fait un mois que je n'ai pas progressé », regardez votre sommeil, regardez votre alimentation. Il y a plusieurs variables. Il y a plusieurs variables à prendre en compte. C'est compliqué de dire là, qu'est-ce qui bloque dans une stagnation. D'abord, regardez ce que vous faites en dehors de la salle avant de se poser la question « Qu'est-ce qu'il faut que je change à la salle ?» Si votre sommeil, si votre stress, si votre nombre de calories, tout est OK, alors là, il faudra se poser des questions sur l'entraînement lui-même. Ouais, si vous êtes tout optimisé, ouais. Ouais, et peut-être que il va falloir changer peut-être les ordres des exercices, le nombre de séries par exercice. Peut-être que vous ne récupérez pas assez. Donc il y a plein de choses à voir. Peut-être qu'en fait, il va falloir rajouter cette séance-là après un jour de repos. Parce que si c'est que sur l'exercice ou que sur la séance que sur une certaine séance, peut-être qu'en rajoutant un jour de repos avant, vous allez pouvoir reprogresser dessus. Donc voilà, faut voir un petit peu. Ne changez pas d'exercice trop rapidement. C'est pas parce que vous ne progressez pas deux semaines dessus qu'il va falloir le changer. Ouais. Attendez d'avoir plusieurs variables et plusieurs données avant de pouvoir faire des ajustements comme ça. Ouais, moi, même moi avec Yann là sur le leg, sur le ischio, je crois que ça fait que 2-3 semaines que je progresse dessus. Hein. Sinon, je voyais vraiment toujours mes reps, elles étaient toujours les mêmes, c'était frustrant. Hein. Mais les cœurs allongés. Ouais, les cœurs allongés, ouais. Et juste j'ai laissé le temps au temps, j'ai laissé mon corps s'adapter. Il a construit peut-être suffisamment de masse musculaire pour pouvoir progresser et rajouter des répétitions. Donc voilà, le muscle, ça prend du temps à construire. Hein. Donc laissez-vous le temps de progresser. Carrément. Eh ben, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ça. On conclut ? Ou t'as d'autres choses à dire ? Non. Non. Juste peut-être, t'en as fait un réel dessus, mais éviter la redondance des exercices dans la même séance. Du coup, on n'a pas de la sélection des exercices, mais... Ouais, en vrai, les erreurs à éviter, quoi. Ouais. Genre, ne faites pas du tirage vertical avec les tractions dans la même séance. Genre, à moins que vous voulez être fort sur les tractions et que vous voulez rajouter plus de volume sur du tirage vertical, mais je vois pas trop l'intérêt de faire toujours les mêmes exercices, en tout cas le même pattern de mouvement dans la même séance. Ça rejoint le point aussi avant. Ne changez pas trop souvent d'exercice. Si vous changez trop souvent d'exercice, vous ne pourrez pas progresser dessus. Forcément que vous allez progresser sur les premières semaines, mais dès que vous allez voir un palier, ne changez pas d'exercice. Continuez à progresser dessus. Et c'est à ce moment-là que vous créerez du muscle. Pareil aussi, l'erreur, faire des fourchettes, faire des répétitions au hasard ou mettre du poids au hasard, ou du coup on l'a dit aussi, mais compter les séries de chauffe, ou ne pas faire des séries productives dès le départ. Pareil, c'est une erreur qui est assez courante malheureusement. Avoir trop souvent de redondance sur les exercices, trop de mouvements développés par exemple sur une séance pec, pas incrémenter des fly, etc. Donc voilà, ça aussi c'est quelqu'un, je discutais avec lui à la salle, pas plus tard qu'hier, je l'ai vu faire genre 4 mouvements de développé, il y a eu 0 mouvement de fly, je lui dis ça peut être intéressant de varier. Donc voilà, ne faites pas trop souvent le même pattern de mouvement, incrémenter plusieurs formats d'exercices pour avoir plus de stimulation. Ouais, et peut-être que éviter aussi de séance de semaine en semaine, de chaque fois changer l'ordre de vos exercices. Parce que si vous voulez voir une certaine progression, pour voir une certaine progression, il va falloir que toutes les variables soient quasiment identiques à chaque fois. Donc ne dites pas j'ai commencé par un fly, là j'ai commencé par un développé incliné. Non, suivez votre programme le plus assidûment possible, sans changer toutes les variables possibles. Et c'est avec ça que vous verrez des progrès sur l'année, sur la semaine, sur le long terme. Ouais.
Parce que du coup, ce sera compliqué Très de bien. voir s'il y a une progression, quoi. Donc ouais. Mm. Bah écoute, conclusion, hein. Conclusion du podcast. Je Ouais, pense qu'on a fait un bon podcast à 1h12. Je pense qu'on a commencé, je ouais, ça crois. fait du coup peut-être 1h05 de podcast, c'est bien. Ouais, à peu près 1 heure, Ouais. 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 Bah conclusion. Choisissez des exercices choisissez juste des bons exercices en fonction de votre Des bons objectif. exercices. Ouais, voilà. Pas besoin de refaire des exercices que vous avez trouvés sur Instagram, que vous avez trouvé beaux à faire et tout. Non. Exactement. Des fois, les exercices les plus simples, c'est souvent les mieux, hein. Voilà. Exactement. Un bon développé Hmm. incliné ou couché, bref, aux haltères, enfin à la machine ou quoi, bien À la lourd, Smith, ce très sera, bien, ouais, hein. voilà, on sera très bien. Ce sera très bien, hein. Des fourchettes de répétition que ce Ne soit vous échauffez pas trop. ouais. Ne vous échauffez pas trop. Mm. Faites le strict nécessaire. Un petit peu de cardio, une montée en charge bien contrôlée, et puis ça suffira amplement. Ouais, exact. Du coup, les fourchettes de répétition, t'allais dire? Ouais. Non, ouais, des fourchettes de répétition adaptées aux exercices. Il y a des exercices qui se prêtent plus à des fourchettes de répétition basses et d'autres qui se prêtent plus à des fourchettes de répétition hautes. Donc là-dessus, il va falloir aussi adapter en fonction des exercices. Et pousser des séries suffisamment proches de l'échec pour qu'elles soient vraiment stimulantes. En fait, Entraînez-vous dur. c'est les bases, quoi. Entraînez-vous Enfin, dur. ouais, c'est ça. Entraînez-vous dur, le plus proche possible du RR0, et puis vous aurez forcément des progrès si vous appliquez tout ça, dans tous les cas. Ouais, et puis soyez constant, faites toujours la même chose. La muscu, c'est un sport chiant, hein, mais enfin, c'est très C'est long. répétitif, mais c'est ça qui va payer sur le long terme. C'est ça, exactement. Mm. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Bah très bien. Petite outro, Ouais. je te laisse gérer. Outro, bah ouais, hein, ça c'était. Merci d'avoir écouté le podcast. J'espère que Ouais, vous merci à avez vous. appris, en tout cas, vous avez pu bien apprendre plein de choses dessus sur le choix des exercices, etc. Pour votre propre pratique. N'oubliez pas qu'avec Johan, on propose nos services de coaching, que ce soit avec Johan ou avec moi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement vous abonner à notre compte Instagram respectif, vous abonner au Mhm. podcast, vous abonner à la chaîne YouTube, nous poser des questions s'il le faut pour qu'on puisse répondre puis progresser dans votre pratique. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par du coaching, n'hésitez surtout pas pour vous faire gagner N'hésitez du pas, ouais. temps, Exactement. pour voilà, nous délaisser toute la charge mentale, pour que vous ayez besoin de pas beaucoup réfléchir, juste agir. Et voilà. Exactement. Ouais, voilà, n'hésitez pas aussi, voilà, vous abonner, lâcher un pouce bleu, mettre le pour le référencement, mettre une notation sur Spotify, je crois que c'est OK, et puis voilà, vous abonner à nos comptes respectifs, et puis si vous voulez plus d'informations, nous suivre sur Instagram, et on discutera avec vous sans problème, avec plaisir. Ouais, On n'a pas dit le slogan, mais le slogan c'était, voilà, vous éduquer sans vous prendre la tête. Ça va ouais, être je le pense conseil qu'on de a dire la essayé, prochaine on a fois. essayé d'être le plus. On ne s'est pas perdu, hein, je pense, hein. On a été le En vrai, non, vraiment. c'est pas perdu, non, c'était Ouais, bien. Je pense que c'est assez assez clair. facile à écouter. Assez clair surtout. Donc, Bon, là, vous avez à peu près 6000, 7000 steps là, devant vous si vous écoutez le ouais. podcast. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. C'était Ronan et Johan pour l'épisode 5 de Colloquecast. À la À très prochaine. vite. Et puis, passez de bonnes fêtes. Ouais, ciao. Ciao.